Un mangaka se fait interpeller sur Twitter quant au manque de diversité qu'il y aurait dans son œuvre et il répond de manière tout à fait intelligente et pertinente à ses détracteurs. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'a été suggéré par Lavenix sur le Facebook de la chaîne Lavenix qui m'a en plus fourni un petit article sur lequel je vais m'appuyer pour vous présenter ce fabuleux sujet. Je l'en remercie vivement, petit. Chaffez les copains. À la base, j'étais parti sur un tout autre sujet, plus lourd, plus dense, et puis tout d'un coup, j'ai lu cet article. Et je me suis dit, il faut que je vous le partage, parce que vous allez voir, la réponse est assez brève, très courte du mangaka, mais elle est fort, fort intéressante. Et déjà, on peut dire qu'il est assez rare qu'un mangaka réponde publiquement, en fait, directement à une polémique. En général, ils sont très, très, très silencieux. Ils ne viennent pas, ils ne se mêlent pas des polémiques. Et lorsqu'une polémique enfle autour d'un mangaka, c'est souvent la maison de production ou la maison d'édition qui vient et qui fait un message policé, un message politiquement correct pour essayer d'éteindre le feu qui entoure donc le mangaka. Ici, donc, on peut relever déjà l'intérêt d'avoir la réponse du mangaka, une réponse en plus tout à fait amusante et intelligente. Ensuite, il tord le bras à une certaine réflexion certaine qu'ont les défenseurs de la diversité et de cette fameuse inclusivité qui exclut. Vous allez voir ici, et là aussi, la réponse qu'il donne est tout à fait ironique et lourde de sens aussi, et c'est évidemment très 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 intéressant. On nous dit donc le créateur de No Game No Life explique l'absence de personnages noirs dans son œuvre, sa réponse risque de ne pas vous plaire. Et là on peut tout de suite dire au moins deux choses sur le titre qu'il y a ici. Déjà on peut dire trois choses, on peut dire que vu comment l'article est parti, ça risque d'être encore une fois très bien écrit, mais au-delà de ça on peut dire déjà, bon, une chose, sa réponse risque de ne pas vous plaire, tu t'attends à au moins un Kamehameha dans la tronche, ou, que dis-je, un Genki-Dama, un Fulgure au poing, une Astéro H sur le coin de la tronche, ou un Menhir, si t'es plus Obélix. Tu t'attends à du lourd, quelque chose qui va vraiment frapper, qui va cogner, qui va te choquer, qui va pas te plaire en tous les cas, et on va voir évidemment si cette mise en garde est justifiée lorsqu'on lira les déclarations du mangaka. C'est la première chose qu'on peut dire. Deuxième chose, c'est qu'on voit qu'on lui reproche, donc dans le manque de diversité, eh bien l'absence de personnages noirs dans son œuvre, et donc on se rend compte une fois de plus que la diversité n'est pas si diverse que ça, visiblement, puisqu'elle ne concerne qu'une catégorie de personnes, et évidemment, ici, on est encore une fois bien dans l'idéologie, la tartufferie, et tout ça est fort regrettable. Et donc on nous dit, en plus d'avoir un travail à un temps, les mangakas sont soumis à leurs fans. Ces derniers, via les réseaux sociaux, peuvent leur poser des questions, les encourager ou les conseiller sur le développement de l'histoire. Souvent, cette interaction peut vite virer à une intrusion et à un jugement de valeur qui ne dit pas son nom. Récemment, c'est Yu Kamiya, le mangaka de l'Isekai No Game No Life, qui en a fait les frais. Et donc, mais qui est donc Mr. Yu? Déjà, eh bien, c'est le jeune homme que vous voyez ici. Alors, c'est une photo un peu floue. C'est un peu flou, mais on s'en fout. Parce que l'idée, c'est uniquement de cerner le personnage, ce n'est pas de décrypter son physique. Et donc, on nous dit ici, Thiago Furukawa Lucas, qui porte son pseudonyme de Yukamiya, est un romancier, illustrateur et youtubeur virtuel brésilien-japonais. Il a travaillé sur l'adaptation en light novel de Takaya Kagami, Dark Rabbits Has Seven Leaves. En 2013, il a ensuite travaillé sur l'écriture et l'illustration de sa propre série de romans light novel, No Game, No Life. Ça vous situe un petit peu plus le personnage pour ceux qui, comme moi, ne le connaissaient pas forcément avant. L'artiste donc a reçu en privé un message d'un fan l'interpellant sur l'absence de personnages noirs dans son manga. Et là aussi, on peut tout de suite s'arrêter en se disant l'utilisation du mot fan est peut-être un petit peu malvenue ici quand on va voir ce qui lui est reproché, le manque de respect total qu'a cette personne envers le créateur, évidemment la stupidité qui en découle de tout ça. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment dire de lui que c'est un fan. Un détracteur peut-être serait plus approprié à mon avis. Plutôt que de s'expliquer en privé, Kamiya a publié sa réponse pour notre plus grand bonheur. Une réponse politiquement incorrecte, nous dit l'article, et encore une fois, ici, c'est assez révélateur, cette façon de tourner la phrase, une réponse politiquement incorrecte, eh bien, sous-entendrait qu'il y a donc un politiquement
correct, évidemment. Et quand on va voir ce que répond... alors, comme j'ai dit, c'est très très court, c'est très bref comme réponse. Et quand on va voir ce qu'il répond, en fait, le mangaka, c'est pas extravagant, c'est pas extraordinaire ce qu'il dit. Et quand on dit, évidemment, politiquement incorrect, c'est très étonnant. D'abord, il y a la mise en garde en début d'article, et puis ici, le côté politiquement incorrect. Ce qui sous-entendrait, en réalité, donc, c'est ce que je disais, un politiquement correct. Vu ce qui lui est reproché, donc ça serait un politiquement correct, qui ne serait uniquement que encadré par une idéologie. En gros, c'est exactement ça ce que l'article est en train de dire ici, et donc c'est un aveu, quelque part, le politiquement correct, eh bien, c'est de rentrer dans le moule de l'idéologie. C'est fou, parce que vous allez voir ce qu'il dit, hein, c'est pas extraordinaire. Twitter est un monde... Alors, c'est très intelligent, mais c'est pas extraordinaire. Twitter est un monde impitoyable, disent-ils, un petit peu comme Dallas à l'époque. Dallas, peut-être encore aujourd'hui, il faudrait demander à Lucas. Lucas Doncic, pour les fans de volleyball. Je sens que je vais encore avoir des messages premier degré dans les commentaires de la vidéo. Yu Kamiya l'a compris lorsqu'il a reçu un message privé d'un fan, le critiquant sur la faible présence de personnages de couleur dans No Game No Life. Le fan s'est justifié en disant que les Noirs étaient déjà présents en Europe médiévale. Il a aussi ajouté que le choix de Kamiya de ne pas représenter les gens de couleur était une grande erreur. Sans tourner autour du pot, le mangaka a répondu à sa réponse en public. Ici, déjà, on peut relever déjà des choses qui sont assez hallucinantes. Toujours cette idée de dire, oui, mais à l'époque, tu parles de l'Europe médiévale. À l'Europe médiévale, il y avait des gens de couleur. C'est aussi idiot, cet argument est aussi idiot que si demain tu t'amuses à écrire un livre qui va être inspiré, qui va prendre son inspiration de l'époque impériale de la Chine, et qu'on te dise ouais, mais à l'époque impériale de la Chine, il y avait 150 personnes qui venaient de Télocher dans la Sarthe, qui habitaient en Chine, des bons Français, et tu les as pas représentés dans ton œuvre. C'est aussi con que ça. C'est aussi con que ça. Ah. C'est un argument de merde, mais je comprends pas, ils continuent à le sortir, ils ont pas compris à quel point c'était idiot. Bref. Et puis en plus, après, on a donc l'idée que si tu ne mets pas des gens de couleur, c'est une grande erreur. Ah, c'est extraordinaire. Qui dit grande erreur, dit sanction, dit punition, dit problème derrière, évidemment. On est vraiment dans un monde de malades. Hein. On est dans un monde de barges. Donc Kamiya a expliqué que Disboard, le lieu où se déroule la fiction, ne se trouve pas en Europe. Ah, c'est ballot. Patatras, ça tombe à l'eau, cette histoire. Il a également fait remarquer que son œuvre contenait plusieurs personnages à la peau brune. Il a enfin demandé si à l'époque de l'Europe médiévale, on trouvait les personnages aux oreilles en fourrure ou des elfes. Comme on pouvait s'y attendre, cette explication n'a pas été reçue par ses followers, n'a pas été bien reçue par ses followers. Certains la qualifiant d'inappropriée. Alors là, il y a plusieurs choses à dire évidemment sur la réponse que donne le mangaka, mais on va s'arrêter rapidement sur la dernière phrase en fait, encore une fois de celui qui a écrit l'article, qui nous dit comme on pouvait s'y attendre, donc c'était prévisible, cette explication n'a pas été bien reçue par ses followers, donc la majorité, la globalité de ses followers, certains la qualifiant d'inappropriée. Sauf que, quand on lit donc cette phrase-là, on se dit donc c'est la majorité qui lui est tombée sur la tronche. En réalité, quand on va sur le vrai tweet en question, c'est ici le tweet officiel, on peut faire dérouler et on se rend compte qu'en fait toutes les réponses qui sont données à 98%, ce ne sont que des messages d'encouragement où les gens lui demandent de continuer son travail, de ne pas se laisser enquiquiner par ces empêcheurs de tourner en rond. Il faut vraiment descendre dans les messages pour trouver un ou deux messages peut-être de gens qui sont pas contents de sa réponse. Donc en réalité, c'est tout à fait l'inverse. Et par honnêteté intellectuelle, en fait, il aurait fallu que l'article dise que la majorité de ses followers, puisqu'ils sont pris ici en otage dans la phrase, sont tout à fait en fait pour le créateur et le soutiennent. Et là, quand on lit la phrase, évidemment, on a l'impression que c'est l'inverse. Toujours cette manière de transformer la vérité pour que ça rentre dans leur récit tout à fait imaginaire. Il se trouve qu'en réalité, c'est pas vrai. Il se trouve qu'en réalité, les gens, le grand public, ne sont pas dupes et ils sont tout à fait derrière la réponse qu'a donnée le mangaka et l'encouragent à continuer sa création. Ça, c'est la première chose qu'on pouvait dire. La deuxième chose, évidemment, c'est quand il dit que ça ne se trouve pas en Europe. C'est très intéressant de lire ça. Pourquoi ? Parce que, alors déjà, évidemment, ça élimine immédiatement l'argument de dire oui, mais en Europe, à cette époque-là, l'Europe médiévale, nanani, nanana, lui dit c'est pas en Europe. Et c'est très intéressant parce qu'il faut toujours rappeler à ces gens-là que une création de fiction, ce n'est qu'une création de fiction. C'est de la fiction. Et c'est ça l'idée de la création, justement, c'est ça la beauté de la création.
C'est-à-dire que tu peux voir quelque chose, toi, tu vois par exemple un truc qui ressemble à un nuage, qui vole comme un nuage, qui se trouve dans le ciel comme un nuage. Et tu vas voir le créateur et tu lui dis, mais pourquoi le nuage, tu l'as fait de cette couleur-là? Et là, le créateur, il va te répondre, parce que ce n'est pas un nuage. Et oui, parce que la création, en fait, appartient à son créateur, que chacun part des inspirations qu'il a et qui viennent de son passé, de tout ce qui a jalonné, de tout ce qui a construit l'imaginaire du créateur, et qu'il couche après, comme on dit, sur papier. Et tout ça, ça lui est propre, ça lui appartient, et on peut avoir, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut s'inspirer d'un lieu, on peut s'inspirer d'une époque, sans que ça soit ce lieu-là qui soit réel dans sa création, ou même cette époque-là. Comme j'ai pris tout à l'heure, par exemple, l'exemple de l'époque impériale de Chine. On peut s'inspirer des décors, on peut s'inspirer du fait même qu'il y avait un empereur dans votre histoire, mais si dans la tête du créateur, ce n'est pas la Chine et ce n'est pas l'empereur de Chine, eh bien c'est comme ça, point final. Alors il y a des gens qui font des histoires qui sont basées sur des faits réels, qui écrivent des livres qui sont basés uniquement sur des faits réels, et dans ce cas-là, évidemment, peut-être on peut aller voir si historiquement ce qu'ils disent sont justes ou pas, mais ici on est dans la fiction pure et simple, et ça n'a absolument rien à voir avec le réel, et c'est encore une fois donc montrer l'absurdité eh bien, des reproches qui peuvent être faits eh bien, aux écrivains et aux créateurs en règle générale. Après, il nous dit quelque chose de très intéressant aussi, et moi qui m'a fait sourire, parce qu'il tord l'idée que certains ont de ceux qui défendent la diversité et l'inclusivité, cette fameuse idéologie, qui disent à chaque fois, par exemple, si vous prenez une histoire qui a été écrite il y a 200 ans et que vous avez aimé, dans laquelle le personnage principal est un homme roux qui fait 2,25 m et qui est fluet, si tout d'un coup, en fait, il y a une adaptation qui est faite au cinéma ou dans une série où le personnage principal devient petit, voire nain, très 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 musclé et blond, et que quelqu'un vient derrière et qui dit non, mais vous foutez de notre gueule, s'il est comme ça colle plus du tout avec l'histoire de base, là on va venir le voir et on va lui traiter tous les noms en lui disant mais qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon, puisque tu es en train de parler effectivement peut-être d'un nain qui est blond, mais c'est dans un monde fantastique, les licornes et dans lequel il y a des licornes et des fées, et les licornes et les fées n'existent pas. Vraiment pour faire passer pour un con celui qui a aimé l'œuvre de base. Eh bien lui, très intelligemment, en fait, il retourne l'argument contre eux, et il leur dit, c'est de la fiction, qu'est-ce que ça peut vous foutre ce que je fais à l'intérieur? J'ai le droit de faire ce que je veux. Il retourne exactement l'argument bidon que, en général, donc les défenseurs de cette idéologie nous sortent. Parce que oui, c'est clairement un argument extrêmement bidon. C'est débile, hein. Comme je l'ai expliqué, il y a une œuvre de base, évidemment, si après elle est travestie dans le futur, ceux qui ont aimé l'œuvre de base, normalement, en toute logique, vont venir et vont dire c'est pas normal que ça se passe comme ça, c'est plus la même œuvre, c'est plus la même histoire, c'est la même histoire peut-être, mais c'est plus la même œuvre, effectivement. Et parfois même, on l'a vu d'ailleurs dernièrement, c'est-à-dire que c'est même plus la même histoire sur certaines œuvres qui sont complètement réécrites. Et en plus, donc, troisième chose aussi qu'on peut dire ici, eh bien, on se rend compte que la mise en garde sur attention, ça risque de pas vous plaire, on peut quand même reconnaître que ça pète pas trop pattes à un connard, que c'est pas extravagant ce que le mec il dit ici, et que à peu près tout le monde, en fait, peut rejoindre cette façon de penser. L'article continue en faisant quelque chose de très étrange, puisqu'il essaye d'expliquer la position, en fait, du mangaka par rapport à ses origines. Ce seraient ses origines qui auraient poussé le mangaka à penser comme ça. C'est très étrange, puisqu'on nous dit ici, la position de Yu Kamiya peut s'expliquer au vu de ses origines. En effet, il est né au Brésil et a passé une partie de sa vie aux États-Unis. Ses origines sont japonaises, italiennes et portugaises. De son côté brésilien, dans un tweet, il a émis l'idée que son côté japonais l'emporterait sur l'influence occidentale. Là, je trouve ça complètement hallucinant. Je comprends pas comment on peut faire un pont, un parallèle en fait avec ses origines. Je pense que ce qu'il a dit, et d'ailleurs ça se voit dans les réponses, dans les commentaires sous son tweet, il y a toutes les origines en fait qui viennent répondre à ça, parce que peu importe de où tu viens, en fait, je pense que ce qu'il dit, c'est suffisamment frappé du bon sens pour que tout le monde puisse être d'accord dessus. Que tu viennes de l'Est, de l'Ouest, du Nord ou du Sud de notre globe, c'est exactement la même chose. Je vois pas en quoi les origines viennent jouer un rôle là-dedans. On pourrait essayer éventuellement d'expliquer cette phrase en se disant, il est vrai que peut-être que son côté brésilien ou occidental l'a forcé pas l'a forcé, mais lui a donné envie de venir répondre sur les réseaux sociaux, alors qu'il est vrai qu'en règle générale, les Japonais sont très silencieux, et notamment les mangaka ne viennent pas se mélanger aux polémiques. Mais encore là, c'est une idée qui est démontée immédiatement, et d'ailleurs par celui qui écrit l'article lui-même, puisqu'il précise que l'auteur a dit que son côté japonais
l'emporter sur ses influences occidentales. Donc je ne comprends pas du tout ce pont, ce parallèle qui est fait avec ses origines, que je trouve assez maladroit, au minimum. On a un petit synopsis tout de même de l'histoire, qui est très intéressant, ce qu'on nous dit, un frère et une sœur, dans un autre monde, Sora et Shiro n'ont aucun lien de parenté. Mais cela ne les empêche pas de se sentir comme de véritables frères et sœurs. En plus de s'apprécier, ils forment Blank, un duo imbattable aux jeux vidéo. Ils sont tellement habiles qu'ils parviennent à venir à bout du dieu d'un jeu. C'est à ce moment qu'ils reçoivent une proposition qu'ils ne peuvent refuser, intégrer un monde où toutes les règles, où tout se règle par le jeu. Dans ce monde, aux antipodes de la Terre, ils deviennent les représentants de l'humanité et doivent dominer toutes les autres espèces. Voici pour ce que pouvait nous dire ce fabuleux article et donc ce synopsis à la fin. J'ai tout de même voulu relever une phrase qu'il y a dans un autre article qui relate exactement le même sujet. Hein. Pour de toute façon aller lire les articles dans les descriptions des vidéos, je mets toujours les liens. Hein, pour ceux qui n'ont pas apprécié ma lecture, vous pouvez très bien le lire par vous-même, il n'y a pas de problème. J'ai relevé cette phrase parce que je la trouve tout simplement hallucinante en fait en 2023 que quelqu'un qui écrive un article se sente obligé de préciser cela à la fin de son article. Écoutez bien ce qu'il dit, il dit « Il est important de se rappeler que les artistes de manga sont des individus avec leur propre vision créative et peuvent avoir leurs raisons pour les personnages qu'ils choisissent de présenter dans leur travail. » C'est tout simplement fou, c'est hallucinant qu'on soit obligé de préciser cela à la fin d'un article, mais c'est tellement aussi révélateur de notre époque qui est d'une intolérance extraordinaire, et c'est toujours intéressant de voir que ceux qui prônent la tolérance et ceux qui pointent du doigt justement tout le monde en les traitant de tous les noms de fascistes, de racistes, de réactionnaires, ça, ce sont les plus intolérants en réalité dans l'histoire. Ici, par exemple, on peut se rendre compte qu'il reproche à l'auteur, au créateur du manga, de ne pas avoir mis des personnages de couleur pour une espèce de réalité qu'ils ont eux-mêmes imaginée sur l'œuvre, puisque, comme lui le dit, ce n'est pas du tout en fait l'Europe médiévale, etc., etc. Mais on peut se rendre compte qu'au-delà, donc, que eux reprochent au mangaka de ne pas avoir mis de couleur à l'intérieur, qu'ils sont les seuls à parler de couleur. Ils sont les seuls obsédés par la couleur, et ils sont les seuls à regarder chaque œuvre par le prisme de l'idéologie en comptant les personnes de couleur qui sont dans chaque œuvre. Appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça du racisme décomplexé, pur et simple. Au-delà du fait qu'en plus, il y a un manque de respect total pour le créateur, qu'évidemment, comme l'article le dit à la fin, il faut rappeler que la création, les créateurs, la création appartient à son créateur, que on a le droit de mettre ce qu'on veut dans sa création. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Si ça te plaît pas, tu lis pas. Si tu vois quelque chose qui te plaît pas, tu regardes pas, tu zappes, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Mais t'as pas à dire à un créateur que la création soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, que ça soit bien écrit à tes yeux ou que ça soit mal écrit à tes yeux. Tu n'as pas à venir dire à un créateur, t'aurais dû mettre ça dans ton machin, t'as parlé de ça, donc faut parler de ça. Tu n'as pas à faire ça. Si ils sont pas contents de ce qui est dans une œuvre et qui perçoivent l'art et l'écriture d'une autre manière, eh bien qu'ils prennent un crayon, qu'ils prennent un papier et qu'ils couchent sur papier toutes leurs idées, qu'ils nous montrent à nous tous leurs talents et qu'ils s'expriment réellement, qu'on puisse voir, qu'on puisse apprécier à quel point ils sont très intelligents et deux, hyper talentueux. Je pense que n'importe qui, tout le monde, pourra apprécier très facilement leur chemin de pensée vu ce que l'on peut en voir ici. Mais allez-y, créez, n'hésitez pas, mais foutez la paix tout simplement aux créateurs. Et on peut dire aussi une autre chose, c'est, mais pour qui se prennent-ils? Pour qui ce fan, ce soi-disant, ce pseudo-fan, se prend-il en fait? Pour qui tu te prends, quoi, quelque part? Il faut vraiment avoir un manque de respect extraordinaire pour oser venir, alors un manque d'éducation certain et un manque de respect extraordinaire pour venir oser dire ça. Et alors c'est fou parce que l'idéologie par laquelle ils sont portés, dans laquelle il faut tout mettre, absolument tout mettre dans la bouteille, ça les rend complètement hors sol. En dehors de toute réalité, ils se sentent, comment je pourrais dire, j'allais dire posséder du désir de tout posséder. Mais c'est quasiment ça, quoi. Ils se sentent capables, en fait, pour eux, ils ont droit de tout. Voilà, ils ont tous les droits. Ils s'octroient tous les droits. Et on a cette fameuse police de l'écriture qui se met en place de plus en plus, notamment avec ce qui se passe en ce moment en Angleterre. J'en ferai sans doute une vidéo dans les prochains jours. Mais c'est assez hallucinant. Et évidemment, toute cette idéologie-là est extrêmement détestable. Voilà donc ce que je pouvais vous dire là-dessus. Je trouve que c'est fort intelligent, fort pertinent ce qu'il a raconté.
ce qu'il a raconté, ce qu'il a expliqué le mangaka. Et évidemment, je trouve que c'est frappé du bon sens. C'est très court, mais ça frappe très fort. Et il démonte en quelques phrases comme ça beaucoup de critiques absurdes qui peuvent être... En fait, il a répondu pour tout le monde quelque part. Il a répondu pour tous les créateurs en disant ça. Il a tout à fait raison. Bref, voilà ce que je peux vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter, mon Facebook qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis à la John Spartan, paix félicité, et force à lui, force à ce mangaka japono-brésilien, je sais pas comment on dit, qui l'a ouvert, qui l'a fort bien ouvert, et qui nous a fait plaisir ici en balançant ce petit message fort intelligent. Bref, et que la force soit avec vous.